Poursuivons aujourd'hui donc notre cours sur l'humanisme. Donc je vous rappelle, hein, humanisme, volonté de mettre l'homme au centre de tout et son bonheur au centre de tout également. Dans cette optique, un certain nombre de domaines scientifiques, en tout cas qui sont considérés comme tels à l'époque, vont voir également l'homme se placer au centre de tout. C'est le cas notamment des arts euh, plastiques, dans le sens large, où on va avoir un certain nombre d'artistes qui vont réaliser des œuvres qui sont restées dans la postérité, puisque ces œuvres, elles ont inventé tout simplement ce qu'on appelle la perspective. Car force est de constater, même si j'adore le Moyen Âge, que la perspective n'est pas le talent des artistes du XIIe, XIIIe siècle, mais bien celui du XVe, XVIe siècle. Parmi les plus connus, c'est évidemment Michel-Ange, hein, avec la chapelle Sixtine, donc au Vatican, où il va réaliser les fresques magnifiques, hein, que l'on connaît encore aujourd'hui, où, et là c'est intéressant, on le voit bien, il y a la volonté de rentrer dans le détail de l'homme, et vous avez des figures humaines qui sont presque humaines, tout simplement. Ce qui n'est pas du tout le cas d'avant. Parmi ces auteurs, enfin ces artistes du XVe siècle, XVIe siècle, qui vont se développer et mettre l'homme au centre de tout, l'un des autres plus connus, en plus de Michel-Ange, c'est évidemment Léonard de Vinci, où, on le voit bien, dans les œuvres de Léonard de Vinci, on a une volonté de placer l'homme au centre de tout, d'accord? Avec des dissections, hein, alors pas les premières, mais quasiment les premières dissections de l'époque, où Léonard de Vinci va s'inspirer de ce qu'il voit pendant des dissections pour pouvoir réaliser ses propres tableaux, ses propres représentations de l'homme. Et ça, c'est vrai, c'est une invention, en tout cas une nouveauté du XVe siècle, c'est qu'on commence à disséquer l'homme. Et ça va avoir un lien, une transition directe avec le domaine de la médecine. Parce que, il faut le savoir, c'est que avant, disséquer le corps humain, c'était extrêmement mal vu. Alors mal vu, pas uniquement pour des questions religieuses. D'accord? Mal vu parce que tout simplement, un corps qui vient de mourir, c'est un mort qui se décompose, c'est un corps qui se décompose, et donc il y a un risque de maladie. Et ça, dès l'Antiquité, on le sait. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les cités grecques et les cités romaines, il n'y avait aucun cimetière à l'intérieur des villes. On balançait les corps par-dessus les remparts, enfin, j'exagère, on les enterrait le long des voies romaines ou grecques pour être sûr que les maladies ne se propagent pas à l'intérieur des villes. Forcément, avec une telle vision, on ne pouvait pas disséquer l'homme et donc ne pas savoir ce qui se passait à l'intérieur. Au XVe siècle, les choses commencent à changer. On a un certain nombre de scientifiques qui veulent comprendre le fonctionnement du corps humain et qui vont donc commencer à faire les premières dissections. Mal vues, hein, donc au début, ils commencent à disséquer en gros les corps des cadavres, par exemple de criminels qui sont retrouvés à droite et à gauche. Bref, c'est fait jamais de manière complètement légale, pas toujours de manière illégale, mais c'est jamais fait ouvertement. Mais à partir du XVIe siècle, c'est quelque chose qui devient très courant, notamment dans les universités de médecine, où on commence à disséquer le corps humain. Et donc, on commence à, en gros, imaginez-vous, hein, vous êtes dans un amphi, et au milieu de l'amphi, vous avez une table où on amène un corps tout juste mort, et on commence à le disséquer devant vous, et donc le professeur vous indique donc les différents emplacements d'organes, et essaye de vous expliquer comment fonctionne le corps. C'est nouveau, mais pour autant, c'est pas ce qui va permettre d'avancées majeures dans la manière de penser les sciences. En effet, le domaine de la médecine est très largement influencé par des auteurs antiques. Il y en a deux. Hippocrate, donc un auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est grec, et Galien, un auteur du 3e siècle après Jésus-Christ, qui vont être les inventeurs d'une théorie, surtout Galien, qu'on appelle la théorie des quatre humeurs. Alors qu'est-ce que les quatre humeurs? C'est simple, c'est que d'après cette théorie, l'ensemble des fluides qu'on a dans notre corps permettent la vie. Alors ça c'est vrai, on va être clair, ça c'est pas faux. C'est pas faux. Il considère qu'il y a quatre fluides, quatre liquides qui se croisent. Le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. D'accord? Chacun de ces fluides est lié aux quatre éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Ok? Bon, jusque-là ça va. Et donc, selon cette théorie, les individus ont un caractère qui est expliqué, en tout cas on explique le caractère de chacun par la présence plus ou moins de ces liquides. Par exemple, si vous avez beaucoup de bile noire, on considère que vous aurez une tendance à être plutôt naturellement mélancolique. Ok? Donc c'est à la fois cette théorie pour soigner le corps, mais également pour expliquer le comportement de chacun. C'est un peu les deux, c'est un mix des deux. Et donc forcément, ces humeurs, elles peuvent se modifier. En fait, en présence, par exemple, si vous avez beaucoup de sang, c'est le cas de ceux qui ont une nourriture très riche, eh ben, on considère que vous allez avoir un tempérament un peu plus fort. C'est pas faux non plus, mais évidemment, ça reste approximatif
parce qu'à l'époque, on ne peut pas faire mieux. Ce qui veut dire que, par exemple, on conseille à l'époque aux hommes de manger beaucoup de viande parce que ça les rendrait plus forts, plus vigoureux, et donc bah, forcément plus à même à se battre ou bah, avoir des relations sexuelles passionnées. Bon, à l'inverse, les femmes, on leur conseille d'avoir plus de bile noire parce que ça leur permettrait d'être plus mélancoliques et donc plus proches de leurs émotions et donc de s'occuper des enfants. Il y a tout un mix, hein. Cette théorie des quatre humeurs, elle va permettre beaucoup de choses pour notamment rabaisser les femmes, évidemment. Évidemment, ce qui veut dire que si vous êtes malade, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans ces humeurs et donc il faut régler ce problème d'humeur. Par exemple, si on considère que vous avez mangé trop de viande, par exemple, et que vous êtes tombé malade, c'est que vous avez trop de sang. Et c'est comme ça qu'on commence à inventer ce qu'on appelle la saignée. C'est-à-dire que on vous prend un bout de bras, on fait une petite coupure, une petite, plus ou moins petite d'ailleurs, et on vous laisse vous vider de votre sang. Non, enfin, pas vider de votre sang, mais en tout cas on enlève du sang parce qu'on pense que si on vous enlève du sang, vous n'allez plus être malade. Voilà, tout simplement. Par exemple, hein, on utilise allègrement des sangsues pour vous vider de votre sang, hein, outre les saignées. On peut vous faire vomir parce qu'on considère qu'il y a trop de bile en vous. Enfin voilà, il y a toute une sorte de choses pour purger le corps, pour éviter donc la maladie de se développer. Alors ça, c'est la théorie des quatre humeurs, c'est la théorie qui est utilisée par les universitaires jusqu'au 19e siècle en réalité. Cette théorie, évidemment, en réalité, on sait qu'elle était certes appliquée par le commun des mortels, mais ce qui est utilisé le plus souvent, c'est les médecines de conseil, hein. Par exemple, manger moins de viande, ça va être, bah, par exemple, consommer telle ou telle herbe pour pouvoir bah, perdre du poids, etc., etc. Bref, on privilégie les conseils, entre guillemets, évidents, avant de passer à des méthodes un peu plus drastiques, comme des saignées ou autres. Bon, d'accord, qui ont plus de risques d'ailleurs de vous faire tomber malade, ou voire vous-même de vous tuer, hein, puisque vous savez, si vous faites une saignée et que vous êtes déjà malade, c'est pas forcément l'idéal. D'accord. Donc ça, c'est comme ça qu'on pense la médecine jusqu'au 15e siècle. Puis apparaissent les dissections, et où on donc commence à un petit peu plus s'intéresser aux sciences. Le seul souci à ces dissections, c'est qu'à l'époque, le corps médicinal, enfin, le corps médical, est divisé en deux branches. D'un côté, les médecins, qui sont considérés comme les savants, ceux qui savent quoi? Bon, bah, ils savent les textes de Galien et d'Hippocrate en réalité. Et de l'autre, eux, c'est ceux qui possèdent des arts libéraux. Et de l'autre, ceux qui possèdent ce qu'on appelle les arts mécaniques, donc l'art physique, qui est extrêmement mal vu, c'est l'art des pauvres. Et donc, tout simplement, ça donne les chirurgiens. À l'époque, les deux ne s'entendent pas. Les médecins, c'est eux qui donnent les conseils. Les chirurgiens, c'est eux qui opèrent. Et il n'y a pas de. En tout cas, avant le 15e siècle, il y a très peu de scientifiques qui essayent de mêler les deux, puisque c'est mal vu. On ne peut pas être dans les arts libéraux et d'un autre côté faire de l'art mécanique, faire de la chirurgie. Ça ne va pas. En tout cas, pour l'époque, ça ne va pas. D'accord. Et ce qui fait que, bah, forcément, à l'époque, si vous vouliez être soigné, par exemple, si vous étiez paysan et que vous vous blessiez au moment, je ne sais pas moi, de la récolte, et ben, si vous ouvriez le corps, c'est le barbier qu'il faut faire venir, qui est considéré comme le chirurgien de l'époque, puisqu'il a des couteaux aiguisés, des ciseaux pour pouvoir bah, s'occuper de la plaie. Quoi qu'il arrive, on assiste au 15e, 16e siècle à une volonté progressive de mêler les deux, même si le domaine médical, en tout cas la médecine en tant que telle, reste très écarté de la chirurgie. On a un certain nombre d'hommes qui essayent de s'intéresser à ça. C'est le cas par exemple de Vessal, hein, entre autres, qui va réaliser un ouvrage avec des fiches d'anatomie qui reprennent celles de Galien, mais qui corrigent également celles de Galien en apportant des nouveautés, des nouveaux savoirs, notamment sur la circulation du sang, où progressivement, alors à l'époque on ne sait pas trop d'où ça vient, on pense que le sang est produit par le foie, progressivement on va s'apercevoir que non, ça vient donc du cœur, puis les poumons jouent un rôle, etc. Bref, Vessal, Ambroise Paré, progressivement des scientifiques vont faire des découvertes. Ces découvertes, elles sont aussi nécessaires par cette nouvelle époque qui voit le jour, puisque pourquoi il y a des progrès médicaux? Eh bien, vous le savez peut-être, mais les progrès scientifiques, ils sont souvent liés, certes, alors, à un renouveau scientifique, artistique, etc., mais il est lié également à un renouveau militaire, et oui, puisque on assiste au XVIe siècle à ce qu'on appelle la révolution militaire, où les armes à feu apparaissent, et donc les blessures auxquelles doivent faire face les chirurgiens ne sont plus du tout les mêmes qu'à l'époque médiévale, où bon, bah, avant vous donnez un coup d'épée, bon, bah, soit vous fermez la plaie parce que ça s'est pas trop ouvert, soit bon, bah, c'est amputé, c'est amputé. Là, c'est plus ça. Là, c'est des balles. Donc, si le plomb ne sort pas de la palle du corps, il faut aller le sortir. Vous imaginez que
c'est une blessure qui peut s'infecter plus facilement qu'une lame, et enfin plus facilement, en soi c'est pareil, mais il y a plus de risques que la balle, ou en tout cas la poudre, s'estompe dans le corps. Bref, les risques sont plus grands, et donc les médecins vont devoir progresser, trouver des meilleurs moyens de soigner les hommes, et c'est le cas des chirurgiens, hein. Par exemple, Ambroise Paré va devenir l'un des premiers à suivre le roi lors des différentes batailles pour justement progresser sur sa manière de soigner les blessures par balle. Ou bon, bah, à l'époque, hein, il n'y a pas 10 000 moyens, c'est déjà essayer de croiser les doigts, de réussir à retirer la poudre ou la balle. Et après, évidemment, il faut cautériser la paix, c'est-à-dire mettre le feu à un tisson flambant et espérer que la personne ne meure pas suite au malaise.